Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait d'une manière à l'autre. Navigo-Corpus, tu peux changer la slide s'il te plaît. Navigo-Corpus, c'est un programme que nous avons obtenu en 2007 pour créer un corpus. Alors ça, pour faire les liens avec ce que tu viens de poser, en fait, mon idée en 2006-2007, c'était en parlant avec les uns et les autres, chacun de nous avait dans son disque dur des données collectées à coup de centaines d'heures de travail qui crashaient après crash d'ordinateur après l'autre et après usage individuel. Donc mon idée c'était de créer un contenant commun dans lesquels déposer les données relatives au mouvement des navires. Alors, je parle des navires, bien sûr, mais ces navires ont des capitaines, à minima, ou des maîtres des patrons. Et donc, c'est une base qui recense évidemment aussi des hommes. Par contre, nous n'avons pas les listes des équipages. Donc l'idée c'était de sauver en quelque sorte l'ensemble de bases de données que les uns et les autres on avait pu collecter. Slide suivante s'il te plaît. Donc nous voulions, j'ai mis la slide, voilà merci. En fait le sauvetage, comme vous voyez, s'est révélé un cauchemar dans la mesure où une forte partie d'entre nous avait collecté uniquement les données pertinentes dans un registre par rapport à une problématique de recherche, en ne perdant pas de temps pour collecter des données qui étaient dans les registres mais qui n'intéressaient pas. Or, on s'est posé le problème de mettre à disposition des chercheurs des données incomplètes sans qu'ils sachent trop qu'est-ce que les sources contenaient à l'origine. Ensuite, nous voulions également créer le contenant des références, et là on s'est pris une raclée solennelle parce qu'en fait il n'y a personne qui a vraiment envie d'insérer des données dans notre base pour des raisons que je vous expliquerai dans un instant. Mais l'idée c'était l'époque où il y avait Slave Voyages, l'époque, alors au début il n'y avait pas Soundtoll Register Online, mais Bernie Venkamp faisait partie de notre projet, donc il envisageait verser là-dedans ce qu'il aurait pu collecter du Zoom. Donc l'idée c'était de en sorte converger vers une base qui serait à disposition des chercheurs. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé sur des outils pour permettre, une fois que les données sont insérées, une consultation vraiment puissante de la part des chercheurs, sans penser a priori les types de requêtes que les chercheurs auraient envie de faire. Donc, en laissant vraiment le plus large possible la palette des options. Et ça, je pense qu'on est plutôt content de ce qu'on a pu faire dans Navigo-Corpus. Et ensuite, il s'agissait de pérenniser la base en la rendant accessible. Alors ça a été fait. Slide suivante, s'il te plaît. Donc c'est Humanum qui nous héberge, donc la pérennité de la base après notre courte existence est à peu près assurée en admettant que les CNRS nous survivent aussi. Mais par contre, pour ce qui est de la consultation, eh bien, on a constaté que la plupart de nous, enfin des collègues qui ont besoin de quelque chose, m'écrivent un mail bien gentil en me disant est-ce que tu pourrais m'extraire les données. Donc là, on a raté la coche de rendre Navigo-Corpus suffisamment attrayante et accessible pour que les gens aient envie de les regarder. Slide suivante. Donc, en effet, la complexité de Navigo-Corpus, ça c'est un des écrans qu'on offre, il y en a plusieurs, mais il faut s'habituer aussi à où cliquer pour avoir d'autres écrans en fonction de ce qu'on veut faire. Mais la complexité s'est révélée probablement être excessive, et donc les coûts d'entrée en quelque sorte pour vous mettre dans les bains et être capable d'extraire des données est extrêmement élevé. Alors cette complexité, c'est pas parce qu'on est tordu, c'est parce que dans cette base on a collecté des sources issues on a collecté des sources issues de typologies de sources différentes. Par exemple, un registre d'entrée vous donne une information sur un passé du passé. Un registre de départ vous donne de l'information sur du futur du passé. Alors cette information, on ne peut pas l'objectiviser. Je ne peux pas dire que, ce que je peux affirmer, les degrés de fiabilité de l'information n'est pas les mêmes si je vous dis ce matin je suis sorti chez moi et je suis arrivé dans cette salle de visio, c'est du passé, ou si je vous dis dès que je sors, je vais prendre un train. Parce que si jamais je suis renversé par un vélo, si jamais je fais naufrage, si jamais il y a un blocus du port, j'y arriverai pas. Et donc il fallait dans la base ajouter autant de champs qui permettent de garder l'information avec ces caractéristiques qui sont implicites dans la source, mais qui dans une base de données, il faut préciser.
pour justement éviter que ce trajet, je sors de l'université de Nice et je vais à la gare, devient une réalité objective, alors qu'au moment où la source est produite, c'est du futur. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi à être clair là-dessus, mais cela implique d'ajouter beaucoup de champs. Slide suivante. Donc, l'autre problème que nous avons rencontré, et que nous étions tous enthousiastes de créer cette base de données, cette contenant, et bien les collègues voulaient du contenu, ce qui peut s'entendre aussi. Donc, nous avons au début saisi des données extrêmement hétéroclites, justement pour tester la base et sa capacité d'encaisser des données relatives à des transits, à des départs, à des captures en mer, et changements de capitaine parce que c'est une prise corsaire, etc. Mais les collègues voulaient des données et donc on les a saisies et nous avons saisi à peu près 30 000 congés, donc des départs de la côte française, dont je reviendrai dans un instant. Et c'est parce que nous avons constaté après coup que la base n'était pas très consultée en dépit d'une sous-groupe de données cohérentes, que nous avons commencé il y a quelques années à réfléchir à des projets de visualisation. Entre-temps, il faut dire que Navigo-Corpus date de 2007, donc on est vraiment très très loin en espace-temps par rapport aux possibilités aujourd'hui de visualisation en ligne. Et donc j'ai monté un petit projet IDEX qui a été financé par l'UCA, donc l'Université Côte d'Azur, pour créer une visualisation de cette partie-là de la base, c'est-à-dire des congés de l'année 1787. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, on avait juste l'idée, ça c'est un prototype qui ne viendra jamais le jour, mais de pouvoir choisir, je vais voir les destinations au départ là on a coché Bayonne, et on visualise une carte, et quand on survole, je ne vais pas le faire là, mais si on survole, parce que c'est une image statique, mais si on survolait sur les petites croix d'un port, on pouvait zoomer, on voyait les données, les tonnages moyens, des choses comme ça. Donc quelque chose d'un tout petit peu plus ludique et qui ne demande pas de savoir faire une requête complexe d'un Navigo-Corpus. Slide suivante. Alors, à l'occasion de ce travail sur la visualisation, nous avons pris contact avec l'équipe qui, à La Rochelle, avec Thierry Sozo, participait à une tentative de visualiser les données de Navigo-Corpus en parallèle relative au début à la région du Poitou-Charentes. Et finalement, nous avons mergé, c'est-à-dire nous sommes mis ensemble pour déposer un projet ANR, un nouveau projet ANR, qui a été donc... qui a obtenu le crédit l'année dernière, et nous avons commencé le 15 mars. Donc c'est un projet tout récent. Slide suivante. Donc nous sommes 3 équipes, celle de Nice, grosso modo, qui avec groupe les historiens anciens Navigo, on va dire, une équipe forte en informatique et en géomatique qui est sur La Rochelle, mais nous avons aussi dans les mêmes compétences les collègues du SCD de Nice qui nous avaient aidés pour l'IDEX, et l'équipe qui est plus performante en visualisation à Paris Sciences Po, donc c'est l'équipe qui a géré l'ancien programme TOFLIT 18, qui est un programme aussi ANR sur la balance du commerce porté par Guillaume Dodin et Louis Charles. Donc, bon, ça c'est la partie, je vais rapidement là-dessus, hein, mais en gros, c'est une équipe d'historiens, d'économistes avec un penchant pour l'étude historique des phénomènes, d'informaticiens et de géomaticiens. Et l'idée est, slide suivante, de croiser les données de la balance du commerce issues du TOFLIT, où eux, ils ont énormément de données sur les produits et leurs valeurs, ce que nous n'avons pas. Sauf que, évidemment, premier problème, nous avons collecté 87 et eux nous disent que les données les plus fines au niveau du bureau et pas au niveau national sont celles des 89. Donc, révélant, slide suivante, on est réparti pour un tour de saisie de quelques milliers de congés. Nous allons donc faire 3 études des cas. Dunkerque d'une part, toute la région des Amirautés de La Rochelle, Marraine et Sables d'Olonne, qui intéresse évidemment au plus haut point les collègues de La Rochelle et Poitou, et Marseille pour la Méditerranée. Pour Marseille, j'ai souhaité une étude diachronique, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les phénomènes de guerre et paix. Donc, j'ai saisi à tous les 10 ans, on fait une coupe. Alors, Marseille, ce n'est pas des congés, ils ne sont plus concernés. Donc, ça va être les entrées de la santé de Marseille.
Donc on va ajouter, enfin la formation a été on va ajouter des nouvelles données. Slide suivante. Alors, évidemment, il fallait... moi, ce que j'ai compris, je ne sais pas si ça peut vous être utile, mais ce que j'ai compris de mon expérience, c'est que on arrive à faire un programme collectif pluridisciplinaire uniquement si chacun, dans sa discipline, y trouve quelque chose qui à se mettre sous la dent. Donc, on a pensé ce projet dès le départ pour que les informaticiens et les géomaticiens ne soient pas à notre service, au sens de prestataire des services sur un truc que pour eux, c'est banal. C'est comme si à nous, on nous associait pour transférer des sources, c'est bien joli, mais si la source nous intéresse moyennement, c'est moins joli. Donc en fait, on a monté le projet autour de quelque chose qui intéressait beaucoup les géomaticiens et aussi les informaticiens, c'est-à-dire traduire la complexité de nos données historiques qui sont à la fois constituées par des corpus incomplets, il y a des registres qui sont perdus, des corpus qui sont incertains parce que l'information n'est pas précise. Par exemple, on nous dit que les navires a un capitaine et 15 jours plus tard, on les retrouve avec un capitaine qui semble le même, mais ce n'est pas écrit de la même façon. Et nous avons donc à prendre, ce qui arrive tout le temps, nous avons à prendre la décision, est-ce que c'est les mêmes? Alors, je vais vous prendre un cas typique. J'ai un Dupont-Jean, un Dupont-Pierre. Jusqu'à là, je peux considérer que c'est deux personnes différentes, sauf que dans un troisième cas, on me dit qu'il y a un Dupont-Jean-Pierre. Est-ce que... donc, c'est une donnée incertaine. Je ne sais pas si c'est trois individus différents ou si c'est les mêmes individus. Et ensuite, des corpus imprécis, parce qu'on a constaté que les tonnages d'un navire, qu'on pensait pourtant être quelque chose de relativement stable, en fonction qu'on soit dans la côte de la Manche ou dans les côtes du Poitou-Charentes, il y a systématiquement, ils grossissent ou diminuent. Donc, il doit y avoir derrière une histoire des droits. Donc, on s'émancie quand c'est en proportion du poids. Mais voilà. Ça, c'est normalement les choses dont un informaticien n'a pas envie de voir, parce que ce qu'il veut, c'est une donnée en quelque sorte à la fois complète, clean, pure. Et là, par contre, leur objectif est de réussir à visualiser ce qui justement, Claire Lemercier appelait dirty data, dans des données qui ne sont pas complètement propres. Donc, eux aussi, ça leur plaît, c'est ça que je veux dire, et c'est ce qui me donne quelques garanties qu'ils ont envie de bosser à ces projets. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc, pour eux, le problème, c'est justement de représenter l'imperfection des données historiennes. Et moi, ça, en tant qu'historienne, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai très envie qu'on ne prend pas ce qu'on montre à l'écran comme une vérité, mais qu'on l'entoure de tout ce qui n'est pas là, de tous les doutes qu'on a. Donc on a prévu des codes couleurs, par exemple vert si l'information est cohérente, orange s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait les mêmes choses, et rouge si là il y a un vrai problème. L'idée aussi que grâce aux outils informatiques, on décèle des incohérences dans ce que nous on a inséré. Donc là, il y a un gros travail aussi de vérification de ce qu'ils appellent flag. Et il a fallu un temps certain aussi à parler à peu près un langage qu'on comprend les uns et les autres. Mais la chance a été d'avoir une DEX de 2 ans qui nous a permis vraiment de pré-mâcher bien le travail et d'arriver au moment où on démarre l'ANR on a, je pense, identifié les problèmes principaux. Slide suivante. Donc l'idée est d'avoir un site web dans lequel, sur ces 3 régions sur lesquelles on fait un zoom, on aurait vraiment un parcours pédagogique, du texte, des exemples, etc. D'avoir une interface d'interrogation. Pour l'instant, on s'oriente vers 2 interfaces en réalité. Une pour l'internaute type qui cherche son ancêtre qui naviguait quelque part, et donc une interface assez réduite en termes de complexité de masse de saisie, et l'autre par contre plutôt chercheur avec possibilité vraiment de paramétrer chacune des variables. Et ensuite, c'est dans l'air du temps, l'aspect patrimonial, on l'a pensé sous forme de contact avec des musées pour pouvoir
proposer quelque chose d'assez ludique et encore plus simple pour le visiteur moyen. Évidemment, l'ensemble des productions scientifiques et tout ça, désormais en code open source, c'était une des grosses critiques qu'on nous a fait à NavigoCorpus. On a utilisé FileMaker, c'est un logiciel payant, même si ça coûte 100 € la licence, et que désormais ils ont la possibilité de pouvoir utiliser FileMaker en ligne avec des codes. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir FileMaker sur votre machine pour pouvoir consulter les données sur FileMaker, mais enfin, ça a ouvert les champs à beaucoup de critiques. Ma réponse est toujours la même. En 2007, j'avais quelqu'un qui était disposé à s'y coller un travail gigantesque pour création de la base. Il avait envie de travailler sur FileMaker. Donc il faut aussi composer avec les gens avec lesquels on travaille pour que chacun soit à l'aise. Ok, slide suivante. Alors là, c'est vraiment un tout premier prototype. Je vous rappelle qu'on a commencé il y a même pas 2 mois. Mais l'idée, c'est donc d'avoir une visualisation cartographique, une échelle temporelle, un graphique et une partie où vous à droite, panneau à droite, partie configuration. Par exemple, si vous choisissez de voir les données par type de sortie, on a identifié pêche, cabotage, long cours. Et là, vous voyez pour les 2 ports que vous avez sélectionnés ailleurs, le pourcentage. Donc c'est vraiment, si les données ne sont pas bonnes, c'est juste un test. Hein. Slide suivante. Pour ce qui est des données des 87 dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des données incomplètes, puisque tout ce qui est en rouge, ce sont des données qu'on n'a pas. Alors vous voyez que la Bretagne est plutôt mal servie, mais également la Méditerranée, les lacunes sont extrêmement nombreuses. Alors nous avons la chance de savoir combien de congés ont été délivrés. Et pour les ports en bleu, nous avons les détails congé par congé qui nous précisent les noms du navire, les tonnages, les noms du capitaine, etc. Pour la partie en rouge, nous n'avons pas. Et donc, nous avons pour Marseille collecté les données. Slide suivante. Mais ces données ne sont pas uniformes. Il y a des familles en fait de registres. Donc, par exemple, si les noms du navire et du capitaine et tonnages sont pratiquement toujours là, pour savoir les ports d'attache, par exemple, c'est pas systématique. En Bretagne, c'est systématique. En Méditerranée, c'est jamais le cas. Donc, nous composons les données. Mais alors, la valeur ajoutée de ce type de base, et c'est ce que je pense vers lesquelles chaque base va tendre, slide suivante, c'est qu'il y a une série de possibilités d'enrichir en fait les données brutes que la source nous livre. Car, par exemple, slide suivante, si nous identifions les capitaines et les navires, par exemple ici un navire que je rencontre 3 fois, donc 3 congés différents dans la même année, femme et enfant, femme et enfant, femme et les enfants, avec des noms de capitaines où je suis prête à mettre la main sur le feu que c'est les mêmes gars qui étaient saisis de manière différente, des tonnages qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais un itinéraire qui est cohérent, eh bien nous avons placé des identifiants pour dire que c'est le même navire, un autre identifiant pour dire que c'est la même personne. Or, si dans un des 3 entrées, on me disait que le capitaine est des Riga, je peux rapporter cette information, bien sûr avec une syntaxe qui me permet de voir que ce n'est pas dans la source, et je vais donc enrichir la base. De même, si dans un des ports on me dit que le navire est russe, je vais pouvoir compléter la notion de pavillon dans les autres. Donc en fait, en croisant les données, c'est le boulot de l'historien, mais l'informatique permet ensuite de pouvoir consulter des données en quelque sorte enrichies. Slide suivante. Nous pouvons donc avoir des pesées globales, mais aussi des études au niveau, à une échelle de l'individu. Donc si je veux étudier un type qui s'appelle Raymond Frère, je peux voir son parcours dans l'année en ordonnant chronologiquement les données que j'ai et en reconstituant son parcours. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire avec Portic, d'étudier les rayons d'action des patrons de barque, des capitaines, etc., pour distinguer les typologies de vie, en fait, de gens de mer. Slide suivante.
Alors Pierrick Pourchasse avait réussi, donc qui était membre participant des Navigo et des Portiques, avait réussi par exemple à reconstituer les trafics des vannes pour lesquels nous n'avons pas les congés des registres, enfin les registres de congés plutôt. Nous savons que à Vannes ont été délivrés 207 congés en 1787. Et bien grâce à Navigo Corpus, nous avons repéré 142 navires, donc un pourcentage assez significatif, cartographié ici, qui déclarent à la sortie de ces ports vouloir aller à Vannes. Donc on peut avoir une idée de la taille de la plupart des bateaux qui fréquentaient les ports de Vannes cette année. Slide suivante. Alors nous avons géoréférencé, slide suivante encore, l'ensemble des ports qui figurent sur Navigo Corpus, ce qui permet via cartes et données, un nouveau logiciel payant mais libre, donné gratuitement à tout étudiant ou chercheur inscrit dans une université française pour l'instant. Ça permet d'avoir des cartes de travail. Elles ne sont pas jolies, mais ça permet de visualiser le phénomène. Ici, c'est le tonnage total sorti de Bordeaux. Slide suivante. Alors, nous avons un gros projet qui, évidemment, va être enrichi grâce à Portique, parce que nous allons converger avec Toflit, donc la balance du commerce. Donc, pour traiter les cargaisons, slide suivante, nous offrons 3 possibilités dans Navigo Corpus. Je pense, enfin, le conseil que je voudrais vous donner, c'est de garder une souplesse pour les chercheurs. Donc pour les produits, nous avons un identifiant qui est fixe, rigide, c'est celui de la base, mais aussi la possibilité de faire une requête au vol, on l'appelle on the run classification. Vous décidez que la baleine est un poisson parce que vous travaillez sur le XVIIIe siècle, vous allez coder poisson en mettant dans la même catégorie tous ceux qui vont vous sembler, le produit colonial. Et enfin, quelque chose sur lequel on travaille, qui serait un code qui combine à la fois, c'est la slide suivante, qui combine à la fois la matière première qui est dans les produits, le processus auquel elle a été soumise et l'utilisation. Donc on travaille là-dessus. On va passer rapidement sur les diapositives suivantes parce que j'ai fini mon temps. Donc ça permet donc de travailler sur les produits, ça permet, slide suivante, les deux suivantes, enfin tu sautes, voilà, tu sautes, suivante. On a fourni aussi, non, la précédente s'il te plaît, on a fourni aussi des dictionnaires, bon là tu es en train d'avancer, c'est pas grave, des dictionnaires pour expliquer qu'est-ce que c'est les choses. Nous avons réalisé un atlas de la navigation, dont vous avez ici quelques types de cartes, mais ça on s'en fout un peu. Continue. La base permet, excusez-moi j'accélère là un peu, mais je pense que c'est la partie moins intéressante pour vous. Alors là tu continues s'il te plaît. Voilà, ça reste là. Non, précédente, désolé, ça arrive avec un temps de délai ici. Voilà, merci. On peut faire de l'analyse des réseaux et ça c'est quelque chose que je voudrais faire. Je pense que ça pourrait être connecté aux gens des mers. Et je voudrais voir quand vous avez la chance de mettre, je ne sais pas moi, à plein sac, est-ce que vous pourrez jouer sur un échiquier qui va peut-être de La Rochelle jusqu'à Nantes, ou est-ce que vous êtes vraiment dépendant du port principal, donc quelque chose autour de la gravitation autour des ports en fonction du port d'attache du navire. Et ça, c'est possible sur les côtes atlantiques parce que là, nous avons des ports d'attache presque systématiquement. Donc ça, c'était l'idée de voir qui dessert les ports de Bordeaux, Nantes et La Rochelle. Est-ce que ce sont des navires qui sont tous de même port? Est-ce qu'il y a des ports d'attache qui desservent uniquement un port? Et vous voyez que ça donne un petit peu toutes les constellations possibles. On saute Bon, je pense qu'on peut arrêter là. En fait, donc on arrive sur la dernière slide qui vous remercie, vous donne les liens. Mais l'idée, c'est donc d'aller vers quelque chose qui peut attirer un public beaucoup plus diversifié que celui des chercheurs, tout en gardant des données, la complexité des données et leur degré d'incertitude pour les chercheurs. Donc c'est un petit peu ça les mouvements de Navigo Corpus au cours des 10 dernières années. Merci beaucoup de votre attention.